Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler d'une société qui est associée au secteur des semi-conducteurs. Alors, j'ai bien conscience que c'est probablement une société par laquelle vous êtes peut-être déjà intéressé. En cela, je pense que cette vidéo ne fera pas forcément énormément de vues, comme celle d'ASML d'ailleurs, mais ce sont des sociétés que je me sentais d'analyser. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, je me prends pas la tête, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Le but de mes vidéos, je vous le rappelle, c'est pas forcément de sauter sur l'occasion de toutes les, entreprises peu chères et de qualité, mais c'est potentiellement aussi pointer du doigt, pas pointer du doigt, mais mettre en avant certaines sociétés qui en valent potentiellement la peine et qui sont potentiellement aujourd'hui proposées à des prix relativement chers. Mais cependant, cela va vous permettre de vous garder ces sociétés sous le coude pour que vous puissiez éventuellement faire un achat quand le prix deviendrait potentiellement intéressant. Ceci étant dit, Applied Materials, la vidéo va se dérouler de la sorte. On va d'abord présenter la société, donc ce qu'elle fabrique et comment est-ce qu'elle génère du cash. La revue, on va faire ensuite une revue complète des fondamentaux, qui est en général la partie que vous attendez le plus. On va ensuite passer en revue les potentiels clients et concurrents. On va faire un balayage rapide du rapport annuel et une revue des risques pour l'entreprise, pour l'investisseur également. On va y mettre en face un contexte économique. Est-ce qu'il faut l'acheter et si oui, à quel prix? Alors pour prendre un raccourci, la société Applied Materials, je vais l'appeler AMAT, A-M-A-T, tout simplement parce que c'est son ticker boursier et que ça me permet de formuler mes phrases un petit peu plus rapidement. Donc le tableau que vous avez ici sous les yeux est un extrait du rapport annuel de la société, donc c'est fiable à 100%. Et donc la société AMAT vend une gamme très complète de machines qui couvrent un nombre important d'étapes clés à la fabrication des semi-conducteurs. Donc ici, contrairement à la société ASML qu'on avait analysée dernièrement, cette société, on va dire, se diversifie sur les différentes étapes de fabrication des semi-conducteurs. Donc elle opère principalement sur la fabrication des semi-conducteurs sur des wafers de 300 mm de diamètre. Alors on précise généralement ce diamètre de wafer tout simplement parce que c'est le diamètre standardisé qui permet de fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés du marché. Ces sociétés-là opèrent aussi sur des wafers de 200 mm de diamètre pour des technologies peut-être un petit peu moins avancées. Mais on va dire que le cœur du business d'Amat, c'est la fabrication de machines opérant sur des wafers de diamètre de 300 mm. Alors on ne va pas détailler chacune des machines opérant sur chacun des processus de fabrication parce que ça prendrait trop de temps, mais très clairement je vais vous faire une petite liste rapide. Donc Amat intervient sur la fabrication des machines qui permettent de préparer les wafers par le biais d'un dépôt d'une couche de silicium sur le wafer. Elle intervient aussi sur la conception de machines qui permet de faire un dopage localisé du silicium. Elle intervient aussi sur des machines qui permettent de faire du traitement thermique sur les wafers, sur la formation de couches isolantes sur les wafers, ou bien ce qu'on appelle les chemical vapor deposition, qui permettent tout simplement de déposer une fine couche de conducteurs, de métaux conducteurs sur le wafer pour réaliser les interconnexions. Elle intervient aussi, entre autres, sur les processus de planarisation du wafer, donc tout simplement afin de rendre plus plat, de rendre une certaine planité au wafer une fois que les différentes couches de substrat ont été déposées. Et Amat fabrique également des machines de contrôle qualité post-production. Et donc, comme vous l'aurez compris, après toutes ces belles choses énumérées, Amat se diversifie très fortement à travers la fabrication de ces machines. Donc vous avez ici à l'écran une liste des 2 à 3 principaux clients d'Amat. Donc on voit ici que suivant les années, les clients peuvent représenter parfois jusqu'à 20% du net revenue, ce qui indique quand même une certaine concentration au niveau de ses clients, de ses principaux clients. Donc on va retrouver Samsung, on va retrouver TSMC, Taiwan Semiconductor, et Intel, même si sur les dernières années, avec quelques difficultés financières, elle a pris une part peut-être un petit peu moins importante sur le net revenue d'Amat. Donc sur les sources de revenus, vous les avez ici, encore une fois, un extrait du rapport annuel, donc c'est fiable à 100%. Donc vous avez 73% du revenu net qui est généré par la fabrication de machines dédiées à la fabrication des semi-conducteurs, ou du moins au processus de fabrication des semi-conducteurs. Vous avez 23% du revenu net qui est généré par Applied, ce qu'ils appellent Applied Global Services. Donc c'est tout simplement un service qui permet de faire des rétrofits de la maintenance et de la maintenance préventive sur les machines qui ont été déployées par Amat à travers le monde. Donc c'est quelque chose qui est très récurrent à travers les différentes entreprises qui opèrent dans le secteur des semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'on va trouver bien souvent une vente d'une machine, puis ensuite des services proposés pour pouvoir faire la maintenance, les rétrofits, les upgrades des machines. Et on a aussi un troisième secteur qui représente une part beaucoup plus modeste du revenu net, qui est le secteur display. Donc c'est tout simplement les affichages, les screens, les écrans des téléphones, des télévisions, des ordinateurs, etc. Où on va retrouver des technologies OLED. On n'en parlera ici que très peu parce qu'il y a une pondération relativement modérée de ce secteur-là, du secteur display, dans le chiffre d'affaires et dans le résultat net d'Amat.
Au niveau des principaux concurrents d'Amat, on va retrouver Cla Corporation, Tokyo Electron et Lam Research. Donc Cla Corporation opère dans la fabrication de machines de métrologie et de contrôle qualité en post-production, tout simplement pour s'assurer qu'on a bien ce qu'on veut sur le wafer à la fin du traitement et à la fin du passage du wafer dans chacune des machines qui sont associées au processus de production des semi-conducteurs. Et on apprend également dans le rapport annuel que le CEO d'Amat a bossé pendant 18 ans dans la société Cla Corporation avant d'avoir son poste de CEO chez Applied Materials. Donc c'est toujours bon à prendre, un CEO qui a bossé chez un des concurrents de la société. Et nous allons maintenant passer à la partie que vous attendez tous, la revue des fondamentaux de l'entreprise. Donc la société a une capitalisation boursière d'environ 130 milliards de dollars aujourd'hui. Donc nous sommes au mois de juin 2025 au moment où je fais cette vidéo. Donc on est sur une très grosse entreprise. L'entreprise est aujourd'hui proposée à un PER qui avoisine les 20. Elle a par le passé été proposée à un PER qui pouvait avoisiner les 10 ou 12, entre 10 et 12, en novembre 2022, qui est le point que vous pouvez voir ici à l'écran. Elle a une croissance de son bénéfice par action de 682% sur 10 ans, qui correspond environ à une croissance annualisée de 22% par an, qui est excellent. Alors on peut voir que le chiffre d'affaires fluctue ici beaucoup. Donc ça, c'est normalement à cause de la cyclicité du secteur des semi-conducteurs. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Le chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 193% sur 10 ans, ce qui fait environ du 11% par an. C'est pas démentiel, mais ça reste bon quand même. Et le revenu net, lui, a augmenté d'environ 420% sur 10 ans, ce qui traduit ni plus ni moins, sans même regarder, une augmentation des marges. Alors concernant le cash flow ici, on peut voir que d'aspect, donc c'est la courbe bleue que vous voyez à l'écran, on peut voir qu'il y a quand même une certaine constance. C'est quelque chose qu'on retrouvera plutôt rarement dans les entreprises associées au secteur des semi-conducteurs, tout simplement parce que ce sont des sociétés qui ont besoin parfois de garder pas mal de cash et d'en distribuer peut-être un petit peu moins aux actionnaires, suivant la périodicité, suivant les opportunités qui leur sont offertes. Et là, en l'occurrence, le cash flow a une certaine constance. On a rarement des pics vers le bas. Donc ça s'explique de plusieurs manières. Donc déjà par le fait que la société est diversifiée au niveau de ses revenus parce qu'elle fabrique des machines sur différents secteurs du processus de fabrication des semi-conducteurs. Ce qui fait qu'au niveau de ses allocations de capital, elle peut avoir le choix de privilégier certains secteurs là où certaines opportunités se présentent et se garder d'investir dans certains secteurs qui ne nécessiteraient éventuellement pas, ou du moins pour lesquels il ne serait pas forcément rentable d'investir de l'argent. Et donc rien que pour cela, j'ai envie de dire que Amat, on va dire, est peut-être un petit peu moins all-in que certaines autres sociétés dans le secteur des semi-conducteurs. Et elle a en plus de cela, je vous le rappelle, des revenus relativement récurrents provenant des services Applied Global Services qui opèrent donc sur la maintenance et les rétrofits des machines. Et ça représente en 2024 de mémoire à peu près 23% d'après ce qu'on a vu, 23% du revenu net. On a donc une certaine constance du cash flow, ce qui est relativement appréciable pour une entreprise opérant dans ce secteur-là. Encore une fois, là en jaune, vous avez la courbe qui représente les rachats d'actions de la société. Ça, c'est quelque chose, toujours, qu'on observe à travers les entreprises qui opèrent dans le secteur des semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'elles ont bien conscience qu'elles opèrent dans un secteur très cyclique. Et donc, de ce fait, elles n'ont aucun intérêt à avoir une certaine constance, comme par exemple les sociétés comme Apple, une certaine constance dans le rachat de leurs actions. On va dire qu'elles ont plus tendance à sauter sur les occasions quand le prix leur paraîtra sous-évalué pour pouvoir racheter leurs actions et retourner un maximum de valeur vers l'investisseur. Donc voilà, hein, si on associe encore une fois les pics de rachat d'actions, donc qui sont la courbe en jaune avec les pics vers le bas ici, là on peut voir que ici ça devait être entre mai et septembre 2022. Bon, quand on regarde le cours entre mai et septembre 2022, voilà, on est sur un plus bas très clairement. Et puis là, on peut voir qu'ici, les rachats d'actions se sont très clairement calmés entre octobre 2023 et avril 2024. Et sans surprise, on voit que sur la fin d'année 2023 et le début d'année 2024, on est sur des plus hauts historiques. Donc la société gère ses rachats d'actions de manière plutôt efficace selon moi, et c'est un bon point. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on l'avait vu juste au-dessus, on a pu très clairement déduire une amélioration des marges brutes et nettes. On opère aujourd'hui sur des marges qui sont très bonnes, donc des marges brutes aux alentours de 48% et des marges nettes aux alentours de 24%. Les fondamentaux sont solides. Je ne le souligne pas ici, mais je pense que vous l'avez déduit, si vous êtes un petit peu habitué à l'analyse des fondamentaux. Après, ces chiffres-là sont toutefois à comparer avec les concurrents. Ça, c'est très important, il faut le faire, mais c'est ici très compliqué. C'est très compliqué parce que Amat opère dans, encore une fois, énormément de secteurs intervenant dans le processus de production des semi-conducteurs, ce qui fait qu'elle a une multitude de concurrents. Et donc en fait, si on avait voulu faire une analyse très rigoureuse, il aurait fallu comparer les marges associées à un secteur bien précis et aux concurrents opérant dans ce secteur bien précis, qui est ici très compliqué à faire et très long à faire. Je viens de voir que j'avais omis de parler des rémunérations en actions ici, je ne me suis pas arrêté dessus, on va le faire, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Donc les rémunérations en actions sont la
toute petite courbe verte que vous avez entre les courbes bleues et jaunes. Donc ici, là, je tenais à apporter un point de vigilance. C'est-à-dire que les rémunérations en actions ont augmenté de 60% en 3 ans, alors que le revenu net n'a pas bougé sur les 3 dernières années. Donc ça s'explique par une chose, hein. Tout simplement, vous avez les cours qui a explosé ici, et quand les dirigeants ont exercé leurs stock options, ce qui fait que les rémunérations en actions ont évidemment augmenté en valeur absolue. Et malheureusement, ici, ça représente tout de même à peu près pas loin de 10% du revenu net de Applied Materials. Donc pour moi, c'est un facteur qui sera un petit peu à surveiller sur les années à venir. S'assurer que les dirigeants ne tapent pas trop dans la caisse et ne tapent pas trop dans l'argent qui est censé revenir aux actionnaires. La dette représente ici à peu près 1 an de free cash flow ou de résultat net, ce qui est un niveau acceptable. On peut voir qu'ici, Amat ne réduit pas forcément sa dette, elle l'utilise tout simplement. Et vu que c'est à des niveaux acceptables, on peut se dire que c'est convenable. Disons que ce n'est pas un frein pour l'investisseur qui souhaite investir dans des entreprises de qualité. Donc voilà, vous avez généralement une augmentation du ROCE, du Return on Capital Employed. Aujourd'hui, elle atteint des niveaux qui oscillent entre 30 et 40%. Même si ça semble diminuer, je le répète ici, c'est normal. C'est normal que le ROCE fluctue dans des secteurs cycliques. Vous allez avoir dans les entreprises des secteurs des semi-conducteurs et plus généralement dans les secteurs cycliques, vous allez avoir du timing sur les rachats d'actions des sociétés. Ce qui fait que la société peut parfois décider de ne pas racheter des actions et de garder le cash en interne. Quand la société ne rachète pas d'actions et n'en élimine pas du marché, elle décide de garder son cash en interne. C'est du capital qui n'est pas retourné à l'actionnaire et qui est gardé au sein de l'entreprise. Et de ce fait, c'est du bénéfice non distribué qui mécaniquement diminue le ROCE. On peut voir ici que le ROCE tend une nouvelle fois à reprendre à la hausse, tout simplement parce que Amat a repris ses rachats d'actions, parce qu'elle s'aperçoit que son cours est relativement modéré, entre guillemets, modéré aujourd'hui, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et donc là encore une fois, si toutefois vous en doutiez, je vous confirme qu'ici, sur du ROCE oscillant entre 30 et 40%, c'est absolument excellent. Au niveau du nombre d'actions en circulation, on peut voir qu'Amat ici a fait diminuer son nombre d'actions en circulation de 35% sur 10 ans, ce qui est très bon. On a un dividende par action, donc c'est la courbe en bleu que vous voyez ici. En jaune, vous avez le ratio de distribution des flux de trésorerie disponibles associés au dividende. Et en vert, vous avez le rendement du dividende. Donc le dividende a augmenté de 400% sur les 10 dernières années, ou du moins depuis que Amat a choisi d'en verser un. Et on est sur un ratio de distribution des flux de trésorerie d'à peu près 22% pour le versement du dividende, qui représente aujourd'hui un rendement un petit peu supérieur à 1% en comparaison du cours, bien sûr. On va maintenant passer sur une rapide revue du rapport annuel et je vais vous parler de plusieurs choses. On va parler des avantages concurrentiels et des risques associés à l'entreprise et donc indirectement à l'investisseur long terme. Alors pour moi, le plus gros avantage concurrentiel de Applied Materials, il se situe dans le fait qu'elle pourrait éventuellement avoir un très fort effet lock-in sur l'utilisation de ces machines. Je vais m'expliquer là-dessus. Elle opère, comme je vous l'ai dit, dans divers secteurs associés au processus de production des semi-conducteurs. Et de ce fait, en fait, quand elle est sollicitée pour pouvoir fournir des machines à ses clients, bien souvent, ces clients seront plus enclins à s'adresser encore une fois à Applied Materials pour d'autres machines associées à leur processus de production. Tout simplement parce qu'Applied Materials serait potentiellement capable d'assurer une intercompatibilité à travers ces différentes machines, pouvant ainsi éventuellement créer une sorte d'écosystème intercompatible sur une chaîne de production. Et quand on sait aujourd'hui que sur les entreprises associées à la fonderie, changer de fournisseur de machines nécessite des coûts d'intégration extrêmement coûteux, on peut alors se dire que ces coûts sont même amplifiés si le client souhaite changer de fournisseur, en sachant qu'il ne pourra plus profiter de cette intercompatibilité de machines sur sa chaîne de production. Et en plus de ça, et je sais de quoi je parle, quand vous avez plusieurs machines fabriquées par un même prestataire et que vous voulez faire de la maintenance préventive, alors si vous sollicitez un seul même prestataire qui opère sur votre site pour pouvoir faire la maintenance préventive ou la maintenance de plusieurs de vos machines, alors à ce moment-là, c'est un gain de temps monstrueux, tant au niveau de la gestion que sur les coûts facturés. Donc aujourd'hui, Amat se positionne avec le portefeuille de machines le plus vaste du marché concernant le secteur des semi-conducteurs. Et donc de ce fait, éventuellement, vu qu'elle a, comme qui dirait, plusieurs pôles de production associés à la production de machines intervenant dans les différentes étapes de processus de production des semi-conducteurs, elle peut alors faire collaborer ces différents services de R&D et de conception de machines pour s'assurer de l'intercompatibilité et elle peut faire tout ça en interne, ce qui facilite la communication. Alors que vous avez bien souvent chez
Les concurrents, des contraintes qui sont associées à des communications relativement restreintes, parce qu'ils sont bien entendu contraints de communiquer avec les différents intervenants dans le secteur des semi-conducteurs pour pouvoir s'assurer que leur machine pourra se fondre dans le décor chez les fonderies et s'intégrer au processus de production actuel et futur. Tandis que là, encore une fois, là, c'est par contre à prendre avec des pincettes. C'est mon opinion, mais je pense être dans le vrai. La communication est facilitée à travers les différents services chargés de concevoir les machines, ce qui permet de s'assurer d'une meilleure intercompatibilité des machines à travers une chaîne de production majoritairement composée de machines produites par Applied Materials. Et bien sûr, vous avez encore une fois cette barrière à l'entrée qui est que Applied Materials a de nombreux brevets et une certaine avance au niveau de sa recherche et développement, et donc les nouveaux arrivants sont très challengés. Alors, premier risque qu'on relève, vous l'avez ici, il est très courant à travers les entreprises de ce secteur-là. C'est-à-dire que vous avez des fournisseurs critiques qui peuvent fournir ou concevoir des pièces très spécifiques pour lesquelles les chaînes de production des machines seront très dépendantes. Ça reste un des principaux enjeux de la supply chain, donc vous allez avoir les entreprises qui vont chercher à se diversifier à travers leurs fournisseurs. Par contre, ce ne sera pas toujours rendu possible, parce que parfois il y a certains niveaux d'expertise qui sont inégalés. Vous retrouverez encore une fois des risques associés à la recherche et au développement. Donc encore une fois, si le management ne donne pas les bonnes directives et les bonnes directions, les bonnes priorités vis-à-vis des axes de recherche en développement, alors à ce moment-là, l'entreprise peut prendre du retard, et un retard qui parfois peut être difficilement rattrapable. Cependant, encore une fois, comme je vous l'ai dit ici, parce que Applied Materials est relativement diversifié sur la conception de ces machines et l'industrialisation, la production de ces machines associées au secteur des semi-conducteurs, elle a selon moi une marge de manœuvre bien plus importante que les entreprises comme par exemple ASML, parce que Amat peut tout simplement choisir les secteurs qui peuvent bénéficier d'opportunités de recherche et développement et d'opportunités d'évolution, et donc s'assurer d'une meilleure rentabilité du budget de recherche en développement qui a été investi. Alors on retrouve des risques plus ou moins classiques, c'est-à-dire que, comme toute entreprise qui innove, Applied Materials doit engager quelques moyens pour protéger sa propriété intellectuelle, mais il se peut aussi qu'elle soit poursuivie parce qu'elle aurait potentiellement abusé de propriété intellectuelle d'autres entreprises, en enfreignant certains brevets par exemple. C'est un risque qu'on retrouve d'une entreprise à l'autre ici, mais rien de particulier. J'ajoute cependant qu'elle n'a pas de dépendance critique à un brevet en particulier. Ce risque-là est par ailleurs amoindri quand on sait que Applied Materials opère dans différents secteurs associés au cycle de production des semi-conducteurs. On a un CEO, Gary Dickerson, qui est âgé de 67 ans. Donc on peut supposer, alors là il doit être justement dans une fourchette d'âge de mémoire, ça doit être la moyenne entre 65 et 70 ans, où les CEO décident de partir en retraite, et c'est donc à ce moment-là qu'il y a un remplacement, et qu'il y a, comme qui dirait, une passation de pouvoir envers le prochain CEO. Donc là il s'agirait tout simplement de garder un œil sur le prochain CEO qui arrivera, et de s'assurer que la passation se fait correctement et que l'entreprise continue d'être bien gérée. À savoir que concernant le remplacement de ce CEO, rien n'a encore été annoncé. On a toujours quelques exceptions, comme le très grand Warren Buffett qui a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 94 ans. Encore une fois, on nous annonce un risque de cyclicité qui pour moi n'en est pas un, parce que je suis investisseur long terme et que je place mon argent sur un horizon de 10 à 20 ans, voire même plus. Et en plus de cela, je tiens à vous rappeler que la cyclicité est relativement amoindrie quand on sait que Applied Materials est diversifiée dans la construction de ses machines, et qu'en plus de ça, elle assure avec son secteur Applied Global Services une part représentant à peu près 23% de son revenu net, un revenu régulier à travers le rétrofit et la maintenance de ses machines déjà mises en service. Ce sera très souvent le cas dans les entreprises opérant dans le secteur des semi-conducteurs. Celle-ci n'échappe pas à la règle. Elle est soumise à des restrictions de vente de ses produits dans des pays comme la Chine par exemple. Donc ces restrictions sont imposées par les États-Unis, tout simplement parce qu'il y a une crainte de la part de plusieurs États que la Chine conçoive et développe des puces IA destinées à des applications militaires, entre autres des applications de surveillance aussi. Et ces restrictions-là tendent éventuellement à ralentir la croissance d'Applied Materials. Ils annoncent "We are exposed to risks associated with a highly concentrated customer base", et annoncent donc que leurs principaux clients sont drastiquement concentrés en Chine, à Taïwan, en Corée et au Japon. Donc voici sur ce tableau la répartition de leurs revenus nets en fonction des zones géographiques. Et donc ici on observe que en cumulant la Chine et Taïwan, on a plus de 50% du revenu net qui vient de ces régions-là, qui je le rappelle sont soumises encore une fois à de fortes tensions géopolitiques. Et donc en tant qu'investisseur, vous devez de prendre en compte ce risque-là. Petit aparté ici, je ne l'ai pas mentionné, mais Amat est une société qui
a son siège au Delaware, aux États-Unis, et de ce fait, elle est très régulièrement auditée pour s'assurer qu'elle respecte bien les restrictions de vente qu'on lui impose et qu'elle ne vend pas à la Chine. Elle doit par ailleurs, même si elle ne vend pas directement à un client sensible, elle doit s'assurer que le client auquel elle vend sa machine ne sera pas tenté de refourguer ce produit-là à la Chine en tant que revendeur intermédiaire. Et donc Applied Materials a eu par le passé plusieurs assignations à comparaître pour s'expliquer de certaines ventes de matériel à des produits sous restriction ou à des clients douteux. Mais récemment, Applied Materials n'a pas été impliqué dans des affaires similaires à ces cas vécus par le passé. Alors je suis passé très rapidement sur le rapport annuel, tout simplement parce que alors qu'on a été sur le PowerPoint et sur les autres documents, presque toutes les infos que je vous ai énoncées sont tirées du rapport annuel, tout simplement parce que j'estime que c'est la source d'information la plus fiable, et je vous propose maintenant de passer à une petite conclusion. Alors, comme beaucoup des sociétés qu'on analyse sur cette chaîne, elle a des fondamentaux très solides, et j'estime qu'elle est d'ailleurs bien gérée. Pour ma part, j'apprécie très fortement son avantage concurrentiel associé à la diversité des machines qu'elle construit pour le cycle de production des semi-conducteurs. J'estime qu'elle a moyen de mettre en place des intercompatibilités entre ces machines qui peuvent donner de très gros avantages à leurs utilisateurs et donc à leurs clients, ce qui amène par conséquent un client à être fortement fidélisé à cette société. Je trouve également très appréciable le fait que Applied Materials se soit doté d'une activité de maintenance et de rétrofit qui lui rapporte beaucoup d'argent, et ce même lors des phases de creux du secteur des semi-conducteurs, ce qui a pour effet de rendre ses revenus beaucoup plus prévisibles et beaucoup plus lissés dans le temps, et lui permet donc d'avoir accès à de bonnes quantités de cash, même quand le secteur et que les affaires sont dans un cycle bas. Je me note toutefois que j'aurais aimé apprécier une croissance du chiffre d'affaires un petit peu plus poussée. On est toutefois sur du 11%, ce qui reste acceptable, ce qui est bon. Et je tenais toutefois à rappeler que le principal risque ici, c'est que on a une très forte concentration de ses clients dans des zones aux fortes tensions géopolitiques. Maintenant que tout ça est dit, je vais me prononcer de s'il faut acheter ou pas cette société, et sinon à quel prix. On passe maintenant à cette slide que j'ai préparée, et ce que je vous propose, c'est de revoir, de comparer deux périodes à laquelle cette société a été proposée à des prix différents, afin de vous inviter à relativiser sur le prix auquel est proposée cette entreprise aujourd'hui. Donc ces deux périodes sont associées à novembre 2022 et aujourd'hui juin 2025. Et donc pour faire le parallèle, il s'agit de cette période de creux que vous voyez ici à l'écran, donc novembre 2022 versus aujourd'hui. Donc pour faire cette comparaison, j'ai tout simplement pris le prix auquel était proposée cette société ici et je l'ai comparé à ses fondamentaux au jour J. Et ça nous donne donc ce tableau. Donc en novembre 2022, la société était proposée un PER de 11 avec un cours de 75 $. Aujourd'hui, la société est proposée un PER de 20 avec un cours de 170 $, soit une progression de 120% du cours. Elle avait à l'époque, en novembre 2022, un chiffre d'affaires de 25 milliards et elle a aujourd'hui un chiffre d'affaires de 28 milliards, soit une progression du chiffre d'affaires de 11%. Concernant son bénéfice par action, c'est un point qu'il faut prendre en compte tout simplement parce qu'entre-temps, entre novembre 2022 et juin 2025, la société a toutefois dégagé des bénéfices et elle en a profité pour acheter quelques-unes de ses actions. Et ce qui, de fait croître son bénéfice par action, ce qui rend donc mécaniquement l'action plus intéressante aujourd'hui. Elle a donc fait croître son bénéfice par action de 10% entre novembre 2022 et juin 2025, en sachant que son chiffre d'affaires a très légèrement progressé et que son revenu net a à peu près stagné. Ses marges brutes et ses marges nettes se sont maintenues au cours du temps. Il y a toutefois eu une progression de ses fonds propres, tout simplement parce que l'entreprise a fait le choix de garder pas mal de ses liquidités entre novembre 2022 et juin 2025. Cela est dû au fait que le cours de ses actions était relativement élevé et que l'entreprise a fait le choix de ne pas racheter pour pouvoir racheter plus tard à un meilleur moment et à un meilleur prix. Et donc, ses fonds propres se sont appréciés. Donc maintenant, je vous invite à réfléchir sur le fait que, avec une progression du chiffre d'affaires de 11%, avec une progression du bénéfice par action de 10%, avec une progression des fonds propres passant de 12 à 19 milliards, est-ce que ça vaut une hausse de cours de 120%? La réponse, vous l'avez, c'est absolument non. Cependant, pour moi, l'action à 75 $ était déjà largement sous-valorisée en novembre 2022. Moi, aujourd'hui, je pense que l'action aurait été déjà une bonne occasion avec un PER oscillant entre 15 et 17, soit un cours d'action entre 120 $ et 140 $. Attention toutefois, si vous achetez cette société aujourd'hui, ce n'est pas non plus un mauvais choix. Mais moi, je tiens, en tant qu'investisseur particulier, à acheter des entreprises à bas prix pour avoir de meilleures performances. Et j'estime aujourd'hui que cette entreprise n'est pas forcément proposée à un prix ultra intéressant. Et ce, même si c'est une entreprise de qualité. Donc nous y voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter de bons éléments pour pouvoir compléter votre propre analyse que vous avez fait de votre côté. Je vous invite à laisser un like et à commenter sous cette vidéo si toutefois ça vous a plu ou pour apporter des axes d'amélioration. Je suis tout oui. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!